Le point complet de l'actualité, à toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, les titres du journal. La délégation gouvernementale entame ce mercredi son immersion. Première étape, Zérékoré, les chantiers sont visités, puis la rencontre avec la notabilité. Les chefs traditionnels manifestent leur reconnaissance au chef de l'État. Direction Tougué, la préfecture enregistre des avancées. Le développement local a le vent en poupe dans la localité. Progrès remarquable depuis l'avènement du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya. Examens nationaux, on pense déjà à leur crédibilisation. Les acteurs impliqués au nombre d'une soixantaine se concertent pour relever le défi. Plusieurs modules seront abordés pendant 2 jours. De fortes recommandations sont attendues. C'est tout pour le titre. Cap sur Zérékoré. La délégation gouvernementale entame ce mercredi son immersion. C'est la première étape de cette tournée. Les chantiers sont visités, puis la rencontre avec la notabilité. Les chefs traditionnels manifestent leur satisfaction à la délégation et au chef de l'État pour la consolidation du vivre ensemble. Ousmane Bangoura, compte rendu. Pour ce deuxième mois de l'année 2025, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba et son équipe renoncent au confort du bureau pour être au contact de la population de l'arrière-pays. Zérékoré, la cité de Zali, constitue la première étape de cette immersion gouvernementale. Sur ce chantier, un centre d'hémodialyse sort de terre, un centre devant accueillir les personnes souffrant de l'insuffisance rénale. À ce jour, les travaux de ce futur centre avancent à la satisfaction des populations. Toujours sur le plan sanitaire, l'hôpital régional de Zérékoré vient encore de bénéficier de l'attention du gouvernement Baori. Ce centre hospitalo-universitaire a désormais sa centrale d'oxygène, composée de 2 cabines. L'une assure le fonctionnement de l'hôpital pour les malades hospitalisés et l'autre permet de charger les bouteilles destinées pour les autres préfectures. L'avènement de cette centrale d'oxygène qui a été initié par le président de la République et mis en application par le ministre de la Santé et sa suite a fait baisser de façon considérable le taux de mortalité dans tous les services, que ce soit les services d'urgence, la maternité, la néonatologie et tous les services de la pédiatrie. Donc c'est vraiment un sentiment de joie pour nous de passer de cette immersion gouvernementale. Le coordonnateur de l'action gouvernementale, Amadou Ouriba, accompagné des membres du gouvernement, après avoir constaté l'évolution des chantiers, s'est rendu au vestibule du patriarche. Ici, le chef du gouvernement est venu également traduire le message du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, aux sages et décliner l'objectif de cette immersion gouvernementale. Conformément à l'instruction présidentielle, que le gouvernement se rapproche des populations, que ce ne soit pas simplement par des rapports que les ministres sont informés des réalités du terrain, tout au contraire. Il faut qu'ils viennent, qu'ils voient, qu'ils constatent, qu'ils écoutent l'ensemble des élus locaux, des citoyens, notamment les doyens, et ils écoutent également les administrations déconcentrées, décentralisées, pour que tout au long de la chaîne, que tout le monde parle le même langage et soit au courant des objectifs du gouvernement dans sa globalité. Il y a 2 ans ou 2 ans et demi de cela, il y a eu une immersion qui avait été organisée. Il y a des décisions qui ont été prises. Où est-ce que nous en sommes avec ces mesures et ces décisions qui ont été prises il y a 3 années? Est-ce que le travail tel qu'il a été recommandé a été fait ou pas? S'il est fait, on s'en félicite. S'il n'est pas fait, faire ressortir les raisons pour lesquelles le travail n'a pas été fait conséquemment à ce qui avait été dit. Parce que le président de la République indique toujours que son objectif, c'est la transformation de la Guinée dans les faits, pour que la population puisse vivre mieux dans la cohésion, dans l'unité, dans la stabilité. Parce que c'est cela la mission essentielle de tout gouvernement et de tout responsable.
Le Premier ministre et sa suite ont également visité le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale en construction. Puis la délégation s'est successivement rendue à la grande mosquée préfectorale et la cathédrale Immaculée Cœur de Marie, située au centre-ville de Zérékoré. Au même moment, dans la 4e région du pays, ouverture des audiences criminelles au tribunal de première instance au compte de l'année 2025. Le garde des Sceaux, Yaya Kaira Bakaba, préside la cérémonie. C'est en marge de l'immersion gouvernementale. Lancé Kamisoko. Le garde des Sceaux a ouvert ce mercredi 5 février 2025 la première session des audiences criminelles au tribunal de première instance de Zérékoré. Conformément à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et cela depuis le 5 septembre 2021, tous nos efforts tendent à faire de notre pays un véritable État de droit. État de droit pour que les violations des droits humains disparaissent dans notre pays. État de droit pour que dans nos prétoires, que ce soit le droit et rien que le droit qui soit dit sans aucune interférence de qui que ce soit, ni de l'exécutif, ni du législatif. Au rôle de ces audiences criminelles sont inscrits 10 dossiers. Ils seront égrenés en présence de tous les acteurs de la procédure pénale sous la coordination d'un jury déterminé à ne dire que le droit. Il nous revient donc, chacun en ce qui le concerne, d'œuvrer inlassablement et sans répit pour non seulement relever ces défis, mais aussi et surtout prouver à la moindre occasion que l'appareil judiciaire de notre pays mérite amplement l'espoir et la confiance placée en lui pour guider et orienter les actions concrètes de la refondation et du développement. À quelques encablures du tribunal de première instance, la maison d'arrêt de Zérékoré. Ici, le garde des Sceaux vient toucher du doigt les conditions de détention de nos compatriotes en conflit avec la loi. Il est positivement surpris de constater que la problématique de la réinsertion des détenus est prise au sérieux dans cet établissement. Je suis heureux de constater qu'à la prison de Zérékoré, cette question d'insertion est prise en compte. Je m'en réfère aux objets d'art, aux ateliers que je vois, ce qui me fait comprendre qu'un prisonnier ici n'est pas là seulement pour dormir et manger, mais il est là pour apprendre un métier. Et qu'à sa sortie, l'oisiveté lui sera éloignée. Cette politique de réinsertion socio-professionnelle des détenus est conduite par Zali Vision Travail pour le grand bonheur des bénéficiaires. De nos jours, nous avons formé 54 détenus, dont il y a 27 de nos jours qui sont là, les autres, le reste se trouve maintenant à l'extérieur, ils sont libérés. J'ai compris qu'en apprenant ça, demain je peux apprendre certains de mes enfants qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Mes petites filles, on peut faire une petite entreprise. C'est l'esprit qui m'a fait engager dans l'affaire de saponification. L'autre bonne nouvelle de cette sortie de terrain du garde des Sceaux est l'annonce de l'introduction très prochaine du bracelet électronique dans l'administration pénitentiaire guinéenne. Pendant ce temps, les populations, elles aussi, vivent cette immersion gouvernementale, un rapprochement de l'administration centrale des communautés à la base. Mais comment perçoivent-elles cette initiative? Des réactions sont livrées. On suit ensemble ces extraits. L'immersion 2025 est une bonne chose en soi, dans la mesure où ça permet au gouvernement de quitter le confort à Conakry, dans la capitale guinéenne, pour venir à l'intérieur du pays, toucher du doigt les réalités, voir, palper la vie du Guinéen lambda. Nous, on remercie bon Dieu, on remercie le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, par rapport à son initiative. Nous, on doit déplacer pour aller à Conakry pour rencontrer le ministre. Grâce à sa souveraineté, le ministre est venu vers nous à l'intérieur du pays pour voir les réalités.
On veut que si le résultat là, quand il quitte ici, on va avoir le résultat avec la population. Surtout nous les éleveurs avec l'agriculture. Nous sommes très contents de recevoir ces hauts cadres, ces ministres au niveau dans la ville de Zérékoré. Après avoir touché au bout du doigt les réalités sur le terrain, cela leur permettra, en fonction de ce qu'ils ont vu vraiment sur le terrain, et ils prendront des décisions qui sont vraiment adéquates par rapport au développement de notre localité. S'ils ont décidé d'être auprès des services déconcentrés, c'est un ouf de soulagement pour nous parce qu'ils vont vivre les réalités de l'intérieur du pays. Ils vont eux-mêmes vivre les réalités. Ce n'est plus les rapports qu'ils vont trouver, qu'on les envoie toujours à Conakry dans les bureaux, mais c'est eux-mêmes, c'est une bonne occasion pour vivre eux-mêmes les réalités. Donc c'est une satisfaction pour nous. On a dit à Zérékoré ici, on n'a pas vu les ministres venir travailler en bas à l'intérieur. Ça nous fait 2 ans maintenant, 2 reprises, les ministres viennent travailler aux bases à Guinée forestière. Nous sommes vraiment avis de ça et nous sommes contents et on remercie monsieur le Président. Retour à Conakry. Il y a 3 ans, le CNT, sous le CNRD, a vu le jour. Cette date du 5 février ne passe pas inaperçue. Plusieurs personnalités se retrouvent au Palais du Peuple, siège de l'institution parlementaire. C'est une célébration sur fond de prière pour l'unité et la prospérité. Robert Siditolno. Cette journée marquant la célébration de l'an 3 de l'installation du Conseil national de la transition a été placée sur l'angle des prières et bénédictions dites en faveur de la paix, l'unité nationale et la prospérité de la nation guinéenne. Pendant des heures, les fidèles musulmans et chrétiens, massivement mobilisés ici dans les locaux du Palais du Peuple, ont séparément prié pour implorer la grâce divine. Ils ont à l'occasion remercié la miséricorde de Dieu pour tous les bienfaits accordés à la Guinée avant de demander la présence de Dieu dans la prise de décision par le CNT et les autorités du pays à tous les niveaux. Dans notre prière, nous avons vraiment invoqué le Seigneur Dieu qui veille se tourner vers la Guinée. Et il a donné beaucoup de richesses à la Guinée. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous l'avons prié qui donne l'unité à la Guinée, qui donne la paix à la Guinée, qui donne la réconciliation à la Guinée, qui donne la vérité à la Guinée, qui donne la justice à la Guinée et en fin de compte qui donne sa crainte pour que nous puissions vraiment le craindre, que nous sachions que lui, il est notre Dieu, le fondamental de notre vie. Sans lui, rien ne peut être et rien ne existe. Nous voudrons que ça continue à tout moment, ce n'est pas seulement ici au CNT, mais même dans les préfectures, pour que cette prière soit éparpillée au niveau de toutes les préfectures de Guinée, pour que tout le monde se sente dans la paix. Parce que des fois, il y a des menaces, mais Dieu sauvegarde. Donc si nous sommes là aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes très contents et je sais que la Guinée est toujours sauvegardée. Cette festivité de l'an 3 du CNT a connu la présence des membres du CNRD, les présidents d'institutions républicaines, représentants de la société civile et ceux des corps diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée. Dans son discours de circonstance, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a, au nom de son institution, salué la mobilisation pour cette journée de prière. J'aimerais donc prendre un moment pour adresser mes sincères remerciements au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour la confiance profonde, inébranlable et sans cesse renouvelée qu'il nous témoigne. Par sa vision éclairée et son leadership déterminé, il a su porter un choix stratégique en nous confiant, à nous modestes serviteurs de la nation, cette mission. Nous avons encore du chemin à parcourir. La refondation de notre pays est un processus qui nécessite persévérance et constance. Mais je suis convaincu que fort de notre engagement collectif, nous saurons relever tous les défis qui se dresseront devant nous. Notre travail est loin d'être terminé. Et c'est ensemble dans l'unité et la cohésion que nous continuerons à bâtir cette Guinée nouvelle que nous appelons de tous nos voeux et de tous nos choix. En cette journée de célébration, renouvelons notre engagement envers notre nation, que ce soit au sein du Conseil national de la transition ou dans l'ensemble des institutions.
Le gouvernement, dans l'administration, les collectivités et toutes les entités sociales et politiques de notre pays. La journée a été marquée par la projection d'un film documentaire qui retrace l'ensemble des activités du CNT au cours des 3 années écoulées, ainsi que la coupe de gâteau d'anniversaire pour encourager chacun à faire de la Guinée un havre de paix et de développement pour tous. Direction Tougué, la préfecture enregistre des avancées significatives. Le développement local a le vent en poupe dans la localité. Progrès remarquable depuis l'avènement du CNRD et de son président, général Mamadi Doumbouya. En retour, les populations de la zone affichent leur reconnaissance. C'est à la faveur d'une mobilisation autour des autorités locales. Sarafdine Diallo, Sona Sagnou. Malgré des potentialités humaines et naturelles, la préfecture de Tougué reste encore pauvre. Mais avec les actes de développement posés par le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya, l'espoir renaît. Pour montrer leur reconnaissance, les filles et fils de Tougué manifestent leur joie. La desserte en eau par la SEG pour la ville de Tougué avec une possibilité d'extension. La fourniture en électricité de la ville de Tougué par EDG. Le bitumage de la voirie urbaine, le démarrage de la construction du stade préfectoral au kilomètre 5. Pour ne citer que ceci, il revient à la population de Tougué toute entière, par ma voix, de remercier le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya, pour les différents efforts en nos faveurs. Tougué, en présence des autorités, exprime sa gratitude au général Mamadi Doumbouya qui, par des actions positives, mérite d'être accompagné pour le rayonnement de la Guinée tout entière. On a tout bénéficié. Courant, eau, goudron, les infrastructures, l'appui au gouvernement et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est pour prouver au face du monde que Tougué reconnaît que le général Mamadi Doumbouya est le champion de la nation. Il est le porte-bonheur de Tougué. Depuis la prise du pouvoir le 5 septembre 2021, le CNRD et son président ne cessent de poser des actes à Tougué et des actes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations qui en ont tant besoin. Les citoyens s'engagent à prôner la paix, à se mobiliser et fédérer les efforts en vue de faire émerger une dynamique avec le CNRD pour le développement de Tougué. Page santé, lutte contre le cancer. La journée mondiale vient d'être célébrée. La Guinée ne fait pas exception. Le programme national de lutte contre le cancer conscientise la population. Slogan de cette année, unis par l'unique, une interpellation faite à toute la société sur l'ampleur des cancers. Entre-temps, des activités sportives ont eu lieu. Hadia Toubari, explication. Comme un seul homme, il s'engage à combattre le cancer sous toutes ses formes et il le démontre à travers la pratique de l'exercice physique qui est l'une des armes de lutte. Sous le thème « Unis par l'unique », il forme le ruban rose humain en signe d'union pour vaincre le cancer. Donc, dans la démarche de la prévention, du diagnostic et du traitement, il faut tenir compte de la particularité de chaque individu présentant le cancer. Donc, c'est la prise en compte de tous ces éléments qui constituent le thème de la journée, unis par l'unique. Considérée comme un fléau mondial, la lutte contre le cancer doit donc bénéficier d'une attention soutenue en termes de gouvernance, ce qui devrait permettre de rehausser le niveau de la prise en charge des patients dans tout le pays. Face à cette situation, l'OMS recommande aux pays de se doter de programmes et de plans stratégiques nationaux de lutte contre le cancer. Avec une approche qui est intégrée des systèmes de santé, ces plans doivent être mis en œuvre à travers des activités de prévention, de diagnostic précoce et de traitement. Nous devons sensibiliser davantage nos frères, nos sœurs, nos mères, nos tantes, nos oncles, nos parents, des facteurs de risque comme le tabagisme, la mauvaise alimentation et l'absence d'activité physique. Avec les nombreux défis auxquels la lutte fait face, de nouveaux engagements sont pris pour les relever. Je voudrais prendre un engagement au nom des autorités de la santé pour dire que pour l'année 2025, notre programme de lutte contre le cancer va se doter d'un plan stratégique national qui nous permettra
de prendre en compte toutes les préoccupations qui ont été citées. Je veux parler ici de l'aspect prévention à travers l'introduction des 2 vaccins qui permettront d'éviter 2 cancers qui sont très lourds. Cette année, le programme national célèbre la Journée mondiale de lutte contre le cancer avec un acquis majeur. Il s'agit de l'adhésion de la Guinée à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Santé toujours avec ce conclave à Cancan, il regroupe les autorités militaires sanitaires de la savane. Au menu des échanges, le renforcement du système de santé des forces de défense et de sécurité. Des ambitions sont exprimées de part et d'autre, les priorités également définies pour une meilleure prise en charge des patients militaires et civils. Jamokaba. Au camp Sundiata Keita de Cancan, la vision stratégique du chef de l'État est mise en œuvre. Ce conclave des médecins-chefs et majors centraux des hôpitaux militaires de la savane renforce la collaboration pour un suivi des actions en permanence. Des axes prioritaires sont redéfinis pour le bien-être des forces de défense et de sécurité. Il s'agit de rassembler tous les majors généraux des différentes unités médicales et tous les médecins-chefs des CIMA. Cela nous permet de nous retrouver ensemble et de dire nos difficultés. Et à partir de là, nous avons des perspectives que nous allons prendre pour l'avenir. Sachant naturellement que nous avons des missions par rapport, n'est-ce pas, aux troupes et par rapport à la population civile. Cette rencontre nous a permis, surtout à travers le médecin-chef de la 3e région militaire, de nous prodiguer des conseils par rapport à la prise en charge non seulement, mais aussi il s'est mis à notre disposition. Finalement, il y a moins d'évacués et nous sommes vraiment à l'aise par rapport à notre travail. L'ambition est portée par le ministère de la Défense nationale, très engagé à garantir le service de santé des armées de haut niveau. La prise en charge des patients militaires et civils est un autre défi majeur qui concrétise l'évolution des relations civilo-militaires, soutenu par l'autorité militaire régionale. On peut gestionner pratiquement toutes les régions de la Guinée et que c'est ici que j'ai vu pour la première fois réunir tous les responsables de la santé autour de médecins-chefs chaque 6 mois pour les entretenir, de demander ce qui va, ce qui ne va pas et aussi se projeter sur d'autres perspectives. Donc pour cela, je ne fais que le féliciter pour ça et l'encourager à faire d'autres pour qu'on continue à mettre nos différentes troupes dans les meilleures conditions de vie. La feuille de route est claire, s'adapter aux besoins des forces de défense et de sécurité et apporter des aides médicales aux populations locales. Sur tout autre plan, ministère du Plan et de la Coopération internationale, présentation des documents méthodologiques, un partage d'expériences en vue de rendre les documents consensuels. Il est surtout question de les harmoniser pour actualisation. Le projet rime avec le programme Simandou 2040. Alga Simouba dans les détails. Modernisation de l'Observatoire national du développement de la République de Guinée, une préoccupation du gouvernement. C'est dans cette dynamique que les acteurs se retrouvent pour échanger sur les différents aspects méthodologiques pour la réalisation de l'Atlas numérique national. Un outil d'aide à la prise de décision et à la gestion du territoire national, mais aussi un moyen de suivi et d'évaluation pour les acteurs de développement. Nous tendons vers un programme de développement économique et social d'une grande envergure, Simandou 2040, avec l'outil Atlas et les géoréférencements. Il y a des images satellitaires qui sont liées à cette planification. Cet espace d'échange et de partage d'expériences qui réunit les observatoires existants dans les différents départements ministériels ainsi que des différents BSD est une façon pour l'Observatoire national du développement de la République de Guinée de disposer d'un document de référence en vue d'harmoniser et d'actualiser la plateforme mise en place. L'Atlas va nous permettre de collecter des informations géoréférencées, notamment sur la taille de la population, sur la répartition de cette population sur la surface de notre superficie, mais également des données pertinentes sur les avantages comparatifs de chacune de nos régions naturelles
dans la perspective de l'élaboration du document stratégique de développement économique et social Simandou 2040. L'Observatoire national du développement de la République de Guinée est un établissement public à caractère administratif. Il a pour mission d'élaborer un outil efficace et rationnel de gestion des ressources naturelles des programmes et projets de développement comme celui de Simandou 2040. C'est l'un des titres de cette édition. Examens nationaux, on réfléchit déjà à comment les rendre crédibles. Tout un défi, mais comment le relever? Les acteurs impliqués au nombre d'une soixantaine se concertent. Plusieurs modules seront abordés pendant 2 jours. De fortes recommandations sont attendues. Abdoulaziz Baldé nous fait le point. À 4 mois des examens nationaux en Guinée, le ministère de l'enseignement préuniversitaire met les bouchées doubles pour une évaluation sans fausse note. Réunis à Conakry pour le lancement officiel des travaux préparatoires, 70 cadres du niveau central et déconcentré passent à revue tous les aspects liés à la bonne organisation des examens nationaux. La session 2025 doit être une occasion de consolider les acquis et de relever de nouveaux défis. Nous devons veiller à ce que les conditions de passation des examens soient optimales, que les sujets soient adaptés au programme enseigné et que les corrections soient justes et équitables. La lutte contre la fraude et les irrégularités doit rester une priorité absolue pour préserver l'intégrité de nos diplômes. Pour cette année, plusieurs progrès sont à noter, notamment la fin de l'inscription des candidats en ligne, mais aussi la démultiplication des recommandations dans les régions et préfectures du pays. Je reste convaincu que pendant ces 2 jours de travaux intenses, les techniciens que vous êtes, qui ont vécu dans l'organisation des examens nationaux depuis plusieurs années, seront tirés profit de cet espace d'échange afin d'aboutir à des recommandations fortes dont la mise en œuvre pratique par tous les acteurs permettra une gestion sereine, apaisée, transparente des examens nationaux session 2025. Cet atelier préparatoire des examens nationaux est une initiative du MEPUA à travers la Direction générale des examens et contrôles scolaires. L'une des attentes de cette rencontre est d'aboutir à des examens crédibles et transparents. Dans la même logique à Kindia, une école bilingue est en expérimentation. Après le primaire, les élèves peuvent poursuivre en français au secondaire. À l'issue de 7 ans de phase pratique, le résultat est jugé satisfaisant, annonce le ministre de l'Enseignement préuniversitaire qui était récemment sur le terrain. Plus de détails avec Yaya Silla. L'alphabétisation à langue nationale dès la première année de l'école primaire est la vocation de cette école primaire de Kindia. Le résultat de cette première phase d'expérimentation est plus que probant quant à l'acquisition rapide de connaissances des vocabulaires par les enfants. C'est un projet du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous venons visiter un projet éducatif qui est en place depuis bientôt 7 ans, qui consiste à mettre en place des classes bilingues où les apprentissages au premier niveau se font en langue nationale et ensuite on termine avec le français. Et donc on est venu voir sur le terrain un peu comment cela évoluait puisque désormais nous avons des élèves qui sont en classe d'examen. Donc voir comment ce projet avance et qu'est-ce qu'il faut faire. L'enseignement en langue nationale à Guinée date de 1968 pendant la Première République. Aujourd'hui, ce programme est amélioré et relancé. Après la phase d'expérimentation, le projet est prêt à être lancé sur l'ensemble du territoire national. La forte recommandation, c'est de faire en sorte que, parce que nous avons fini la phase expérimentale, les résultats sont là. Il s'agit maintenant d'aller de l'avant en faisant une extension d'abord géographique dans la région de Kindia et linguistique pour les autres régions et les autres langues. Ce projet est accompagné par des partenaires techniques et financiers de l'AFD. Ils se réjouissent déjà du résultat. On voit déjà des résultats assez enthousiasmants. Donc on espère qu'il pourra être étendu. Les années qui viennent visent à l'étendre notamment dans d'autres langues, comme le Poulard, dans la région du Fouta. Donc on a hâte aussi d'aller voir des écoles bilingues l'année prochaine en Poulard français. L'enseignement bilingue ou l'alphabétisation généralisée au primaire devrait débuter l'année prochaine. Pour ce faire,
Un calendrier de formation des formateurs s'impose comme nécessité, à commencer par les futurs instituteurs des écoles normales des instituteurs du pays. C'est effectif. La remise des cartes uniques aux étudiants, ça se passe à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, une nouveauté qui sécurise davantage le cursus universitaire. L'initiative est du département de l'enseignement supérieur. Ibrahima Oulin Fofana suit le processus. Cette initiative du département de tutelle consiste à pouvoir mieux identifier et garantir la sécurité des étudiants. Cette carte unique numérique servira également de pièce pour assurer la prise en charge sanitaire des étudiants de cet institut. L'augmentation substantielle des bourses des étudiants. Il y a actuellement la bourse d'excellence qui est accordée aux lauréats. L'étudiant, qu'il soit en classe, qu'il soit dans son lit à la maison, sa bourse le trouve dans son téléphone. Un grand applaudissement pour le général et son équipe. Il y a également Parcoursup, antérieurement appelé Google. Aujourd'hui, nous sommes avec la carte unique d'étudiants et toute la procédure qui en suivait était longue. Maintenant, les cartes nous parviennent en bonne et due forme. Nous n'avons qu'à les distribuer aux ayants droit. L'obtention de cette carte unique est gratuite. C'est des cartes intégrées où à l'intérieur, les étudiants peuvent utiliser pour leur identification, mais les services à la bibliothèque, mais aussi ils peuvent être utilisés pour la prise en charge sanitaire, mais aussi pour le paiement PCAR. Ça nous apporte beaucoup de choses. On ne s'attendait pas à ça, mais Dieu merci, au fur et à mesure on se déplace pour aller dans les autres universités. Sans notre carte, tu nous demandes, vous venez d'où? Tout ça, c'était des problèmes. Et s'il y a des organisations, nous, on n'avait pas accès à être là-bas. Mais aujourd'hui, on dit Dieu merci pour ça. Au cours de cette cérémonie de remise, les étudiants sont invités à une bonne utilisation de ces pièces d'identification numérique. Initiative à consolider. Secteur des transports, des compétences sont renforcées à l'international. Cela profite à 50 cadres. Une formation accordée à la Guinée par des pays amis comme l'Indonésie, l'Égypte et la Chine. Par la suite, il revient à ses bénéficiaires d'adapter les meilleures pratiques aux réalités du pays. Abraham Christophe Conté nous fait le point. Récemment, plus de 50 cadres du ministère des Transports étaient en Chine, en Indonésie et en Égypte pour se perfectionner davantage dans le domaine des transports. Après avoir bénéficié de ces différentes formations, l'heure est à la récompense du mérite. Au département de tutelle, en présence des diplomates de ces pays amis, les récipiendaires bénéficient des certificats de formation. À la volonté du chef de l'État de faire en sorte que nous puissions mieux qualifier nos agents de l'État, mieux les former pour pouvoir anticiper sur les besoins de la Guinée à travers le développement du projet Simandou et la matérialisation de la vision qui est inscrite dans le Simandou 2040 pour faire en sorte que notre pays connaisse un bond dans le développement et dans tous les secteurs. Les formations reçues ont été très enrichissantes, tant sur le plan académique que professionnel. Nous avons acquis et développé de nouvelles compétences, nous permettant d'améliorer substantiellement notre capacité de travail. Cette cérémonie de remise de certificats de formation témoigne une fois encore de la volonté des autorités à s'investir dans la qualification des cadres conformément à la vision du programme Simandou 2040. La Chine invite les techniciens kenyans pour aller en Chine et recevoir des formations. La formation concerne, comme dit-on, les politiques de transport, le développement de transport. L'Indonésie, qui aujourd'hui fait partie des dragons de l'Asie, pays très développé, s'ouvre vers l'Afrique et a considéré que la coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation était une priorité pour elle. Un peuple bien formé est un peuple qui par la suite se comportera de la meilleure des façons. Ces cadres sont désormais experts dans le domaine des transports. Ils se disent prêts à servir conformément à la feuille de route assignée au département de tutelle.
promotion de l'unité d'action, un choix défendu par la COSABAG, Conseil suprême de la Basse-Guinée. Les membres du bureau sortent d'une assemblée générale. La prévalidation de l'antenne de Conakry est effective. Nabilaï Kamara, Marwan Kamara. Réunis en assemblée générale, les membres de la structure du COSABAG, déterminés à renforcer le vivre ensemble, procèdent à l'activité de prévalidation des bureaux du Conseil au niveau de la ville de Conakry. Depuis sa mise en place, elle participe aux activités de développement économique et social du pays. Chaque samedi, c'est notre assemblée générale pour évaluer l'implantation au niveau de ces quartiers, puisque nous préparons la validation de 45 bureaux du Conseil au niveau du Palais du Peuple. Alors c'est pourquoi chaque samedi, à l'Assemblée générale, nous nous retrouvons pour évaluer un peu l'implantation. Pour atteindre l'objectif ambitieux fixé par les membres de cette structure consultative, l'organisation de cette évaluation des activités d'implantation du COSABAG et de prévalidation des bureaux au niveau des 13 communes de Conakry devient impératif. Nous venons de sortir d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite et COSABAG s'est fortement impliqué, c'est-à-dire l'ensemble des enfants ont été vaccinés au niveau de la ville de Conakry. Voilà l'image que nous voulons donner à cette organisation. J'ai toujours dit à ces messieurs et à ces dames de se donner la main, de vivre ensemble comme notre champion, le général Mamadi Doumbouya l'a toujours voulu, pour que notre pays puisse aller de l'avant. Le Conseil suprême de la Basse-Guinée est une organisation de la société civile qui est née de la libre volonté de ses membres. Elle a pour objectif de fédérer l'ensemble des organisations socio-culturelles œuvrant dans le cadre de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Par ailleurs, tenue à Fourikaria de la revue annuelle des activités de l'Observatoire guinéen des migrations, les responsables plaident pour l'accompagnement de la structure dans la collecte et la diffusion des données migratoires. Le plan stratégique pour les prochaines années ont été également discutés. Moussa Bangoura, Siliki Sissé. Pour la revue des activités 2022-2024, Fourikaria accueille la direction de l'Observatoire guinéen des migrations du ministère des Affaires étrangères. Points focaux, partenaires techniques, personnes ressources et cadres de département sont à ce rendez-vous de l'évaluation des activités menées au cours des 3 dernières années. L'objectif recherché ici, c'est pour nous accompagner. Bien sûr, l'État met le paquet, mais il faut qu'on présente un plan d'action triennal aux partenaires techniques et financiers pour nous accompagner à réaliser nos activités. Aujourd'hui, la problématique de gestion des données migratoires est un problème sérieux. C'est un instrument d'aide à la prise de décision, mais ça peut aussi permettre la formulation et la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités ou de politiques sectorielles en faveur de la lutte contre la migration irrégulière. Autre point débattu, l'examen et la validation du projet de plan triennal 2025-2027 pour la mise en œuvre de la politique migratoire. Une stratégie nationale de réintégration des migrants est envisagée conformément à la vision du gouvernement. Je souhaiterais qu'à tous les niveaux, que nous puissions regarder en face les questions migratoires et qu'on puisse trouver les solutions idoines. C'est bon de collecter, c'est bon d'analyser, mais il faudrait que ces données soient très bien interprétées en fonction des réalités, en fonction des mouvements migratoires, en fonction donc des départs et des arrivées. Et c'est en cela que cette rencontre importante, c'est vivement saluée. Mise en place en 2022, l'Observatoire guinéen des migrations est un outil d'orientation qui a pour rôle la collecte, l'analyse et la diffusion des informations liées à la migration en Guinée. La Guinée célèbre ce jeudi la journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Thème retenu, accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin au MGF. Occasion pour les États de poser des actes forts permettant de réduire la prévalence du phénomène. La ville de Nzerekore abrite la cérémonie. Mohamed de Kamara.
Consacrée en 2012 par les Nations Unies sous l'initiative du Comité interafricain, cette journée est une opportunité donnée aux États et aux partenaires d'examiner les efforts consentis en vue de prendre des engagements forts pour lutter contre les MGF. En Guinée, malgré les efforts fournis par les autorités, des défis restent à relever en faveur de la baisse du taux de prévalence aux mutilations génitales féminines. Les statistiques officielles indiquent que le phénomène est très répandu dans notre pays, soit une prévalence de 94,5% chez les filles-femmes de 15-49 ans et 39% pour les filles âgées de 0 à 14 ans. Même si nous sommes en droit de nous féliciter de la baisse perceptible de la prévalence au niveau des plus jeunes, il reste entendu que les efforts encourageants engagés avec l'ensemble des parties prenantes sont loin d'atteindre les objectifs du plan stratégique national. Pour l'édition 2025, les festivités de la Journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines se tiendront à Zérékouri avec à la clé plusieurs actions de sensibilisation de la communauté sur les MGF. Elles porteront sur les 3 principales actions suivantes. Cérémonie officielle de sensibilisation assortie de témoignages de femmes pour déconstruire les tabous et mythes autour du phénomène. Conférences et panels à l'université de Zérékouri sur la création des mouvements et alliances pour l'abandon des MGF. Enfin, remise des kits informatiques aux structures de prise en charge dont le PROGEM et le service central de protection des personnes vulnérables. La persistance des pratiques traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales féminines nous interpelle tous et demande à agir constamment. Les MGF constituent une atteinte grave à l'intégrité physique et mentale. Elles demeurent une violation de leurs droits fondamentaux. C'est tout pour les infos. Merci pour la constante fidélité. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.